Bonjour à tous et bienvenue. Nous sommes rejoints aujourd'hui par Scott Horton, un auteur renommé et un critique libertarien de la politique étrangère des États-Unis. Donc oui, bienvenue dans l'émission. C'est un grand privilège de vous avoir enfin parmi nous. Eh bien, merci beaucoup de m'avoir invité. C'est également un plaisir. Je suis ravi d'être ici avec vous. Donc, votre livre le plus récent s'intitule « Provoked », comment Washington a déclenché une nouvelle guerre froide avec la Russie et la catastrophe en Ukraine. Et j'ai trouvé que c'était un excellent titre, « Provoked », parce que si l'on regarde les récits autour de cette guerre et toutes les prémices sur lesquelles il repose, c'est l'idée que la guerre n'a pas été provoquée. Cela semble être au cœur de la propagande de guerre que nous voyons en Occident. Tant que les gens adhèrent à l'idée que la guerre n'a pas été provoquée, cela façonne toutes les opinions, conclusions et politiques qui en découlent. Donc j'ai trouvé que cela allait vraiment à l'essentiel. Oui, provoquer. Mais je me demandais si vous pouviez peut-être expliquer le titre ou développer votre réflexion. Bien sûr. Bon, d'accord. Donc tout d'abord, pour tout critique honnête qui ne me connaît pas, le titre du livre n'est pas justifié. Le titre du livre est provoqué, parce que c'est une contradiction directe de l'affirmation faite à l'époque par le parti de la guerre, aussi bien au sein du gouvernement qu'en dehors. Comme vous venez de le dire, cette guerre était non provoquée. Et pour ceux qui s'en souviennent, il y a 3 ans, c'était un véritable mantra. C'était l'opération de propagande psychologique du moment. Ils l'ont répété 100 000 fois d'affilée. Attaque non provoquée. Attaque non provoquée. Attaque non provoquée. Le but était de vous marteler ça dans la tête. Et pour moi, c'est contre-productif. Pour moi, c'est tellement évident. Genre, pourquoi protester autant? Quel rôle le pays le plus puissant de l'histoire a-t-il pu jouer dans tout cela? Vous voyez? C'est la question évidente. En fait, lorsque j'écrivais ce livre, cela m'a pris un temps fou. Je ne l'ai terminé qu'en novembre dernier, et j'étais terrifié à l'idée que quelqu'un d'autre me devance et publie un livre avec le même titre, parce que c'est le titre le plus évident et le plus parfait pour un livre sur ce qui s'est passé ici. Et ce qui n'est pas, comme le disent les critiques, une façon de nier la responsabilité de Vladimir Poutine et de ses hommes pour tout ce qu'ils ont fait. Ils sont majeurs, ils sont responsables de leurs actes. Ce n'est pas la question ici, mais la question est, quel rôle l'Amérique a-t-elle joué pour contribuer à ce que cela se produise? Et la réponse est une sacrée grande différence. Et la façon dont je le démontre dans le livre, c'est à travers les paroles et les critiques, non pas de personnes extérieures, mais de l'establishment de la politique étrangère et de ses propres dirigeants, tout au long, à l'intérieur et à l'extérieur de l'administration, dans les plus grands think tanks, qui disent « Bon sang, il vaudrait mieux ne pas faire la bêtise que nous nous apprêtons à commettre, sinon cela va entraîner ces terribles conséquences que nous pouvons facilement prévoir. » Et pourtant, ils continuent de le faire encore et encore depuis la fin de la dernière guerre froide. À mes yeux, il y a un chemin évident qui va de l'hubris du Defense Planning Guidance et de la doctrine d'un ordre mondial unipolaire des néoconservateurs à la fin de la première guerre d'Irak jusqu'à la guerre en Ukraine aujourd'hui. Oui, comme tu l'as dit, le livre s'appelle « Provoquer », pas « Justifier ». Parce que j'ai trouvé ça très malin de construire tout le récit de la guerre autour de l'idée qu'elle était non provoquée. Parce qu'ensuite, toute dissidence, toute personne affirmant qu'elle a été provoquée peut être qualifiée de tentative de la justifier à la place. Comme vous l'avez dit, ce qui est important ici, c'est que lorsqu'il nie qu'il y ait eu des antécédents dignes d'être mentionnés, cela empêche toute possibilité d'avancer sur une base raisonnable.
Si le premier postulat de toute la guerre, du point de vue occidental, est un sacré mensonge, alors comment est-on censé trouver un compromis adéquat lorsqu'il s'agit de résoudre le problème? Et donc, c'est une affaire sérieuse, n'est-ce pas? Ce n'est pas un exercice académique ici. Si c'est une pure agression de la part des Russes, il est beaucoup plus facile de soutenir qu'il faut simplement aider nos amis à se défendre. Mais bon sang, si tout cela est en quelque sorte la faute des démocrates au départ, peut-être qu'il y a un moyen de parvenir à un arrangement, d'accepter une part de responsabilité pour notre rôle dans cette affaire et de trouver une voie vers un accord pacifique. Si nous avions eu un postulat honnête dès le début, nous aurions pu trouver une solution. Il aurait au moins été beaucoup plus facile de négocier une fin à la guerre. Oui, non. Je pense que c'est l'une des conséquences d'interdire ou de criminaliser l'argument selon lequel cela aurait été provoqué, dans le but de justifier ce que la Russie a fait. On élimine toutes les voies menant à une solution pacifique, parce que comme tu le dis, si c'était non provoqué, il ne reste plus qu'à envoyer des armes, et il est impossible de récompenser cela. Mais c'est ainsi que nous nous retrouvons dans cette situation où les négociations sont perçues comme de l'apaisement, et où la seule voie vers la paix passe par davantage de guerre ou d'armement, comme l'a suggéré le secrétaire général de l'OTAN Stoltenberg. Mais oui, c'est là, je pense, toute l'ironie de ceux qui prétendent soutenir l'Ukraine. Ils ont éliminé toutes les voies possibles vers la paix, et la seule option restante est de continuer à demander aux Ukrainiens de se battre dans une guerre qu'ils ne peuvent pas gagner. Ils ont donc assuré la destruction de l'Ukraine en insistant sur le fait que c'était non provoqué, simplement parce qu'il n'existe plus d'autres solutions. Mais en ce qui concerne la provocation, lorsque l'on remonte, comme vous l'avez dit, au début de l'ère post-guerre froide, en commençant par la première guerre d'Irak, pourquoi avez-vous choisi ce moment pour examiner les provocations envers la Russie? Eh bien, pour donner un peu de contexte, en fait, ce que je suis principalement, ce n'est pas tant un auteur qu'un animateur d'entretien. J'ai réalisé 6000 entretiens au fil des années. Mon avantage comparatif, c'est que je travaillais pour antiwar.com. J'en étais le rédacteur en chef, et vous savez, j'étais complètement plongé dans tout ça. Donc en tant qu'intervieweur, je savais beaucoup de choses que les intervieweurs ne savent généralement pas. Ils ne sont que des intervieweurs. C'est donc ce que j'ai fait pendant très longtemps. Et puis après de nombreuses années, il s'est avéré qu'en fait, ce sur quoi j'avais travaillé, dans le cas du Moyen-Orient et de l'Europe de l'Est, c'était à construire ma propre chronologie dans ma tête. Essentiellement, à essayer de combler suffisamment de lacunes dans l'histoire des causes et des effets au fil des années pour en arriver à ce que je pense être une histoire vraiment cohérente. Et c'est ce qui est ressorti dans mon livre sur le Moyen-Orient. C'est en quelque sorte de Jimmy Carter à Donald Trump. Voici comment chaque bêtise a entraîné la suivante, tout au long de l'histoire. Et puis, quand il s'agit de l'histoire de l'Europe de l'Est, c'est fondamentalement la même chose. J'avais en tête une assez bonne liste de tout ce que H.W. Bush, Bill Clinton, W. Bush, Obama et le gouvernement de Trump, au moins lors du dernier mandat, sinon lui personnellement, avait fait pour provoquer cela. Et bien sûr ce que Joe Biden avait fait pour aggraver la situation. Et je connais beaucoup d'experts, beaucoup d'entre eux, comme vous, John Mearsheimer, Jeffrey Sachs et d'autres, qui en savent bien plus que moi, c'est certain, et surtout sur certains aspects de l'histoire. Mais je pensais avoir une assez bonne vue d'ensemble, à 10 000 mètres d'altitude, de ce que chacun a fait, de ce côté de l'histoire, pour se retrouver dans cette situation par maladresse. Et c'est essentiellement ce que j'ai décidé de raconter, puisque personne d'autre ne le ferait. Je voulais raconter l'histoire à partir de la fin de la dernière guerre froide,
Je connaissais déjà l'histoire des promesses de ne pas élargir l'OTAN et en fait, comme l'a dit Bush père, de ne pas du tout profiter du retrait soviétique d'Europe de l'Est. Tant que vous ferez ce qu'il faut, nous promettons de ne pas tenter notre chance, ni d'abuser de notre victoire ici. Et cela s'est passé à Malte en 1989, avant même que James Baker ne fasse la moindre promesse. Et je sais, et je suis sûr que vos téléspectateurs le savent aussi bien, que le parti belliciste aime dire qu'ils ont démystifié tout cela, que ces promesses n'ont jamais été faites, ou qu'il n'y a jamais eu d'accord, ou que rien de tout cela n'a jamais compté. Eh bien, j'ai rétabli la vérité. Ils ont complètement tort. Et j'ai ressassé ce sujet jusqu'à l'absurde en expliquant exactement quelles étaient ces promesses et comment le retrait d'Allemagne de l'Est en particulier reposait sur elles, et pour tout le reste du temps. Et puis il y a, c'est pas directement lié, mais c'est dans l'esprit de tout cela, la catastrophe de la politique de thérapie de choc, sur laquelle je ne vais pas entrer dans tous les arguments, mais cela en a été une grande partie. La façon dont l'Amérique n'a pas vraiment bien aidé la Russie à passer du communisme au capitalisme, et en réalité a empiré la situation pour beaucoup de gens. Et puis, les guerres des Balkans ont bien sûr eu lieu aux dépens des amis proches, alliés et parents ethniques et religieux des Russes, les Serbes des Balkans, sur leurs cadavres et leur impuissance à l'empêcher. Et dans une large mesure, il s'agissait de rétablir la domination de l'Amérique en tant que principale force de sécurité en Europe. Cela a donc été un élément majeur de tout cela. Et Bill Clinton, et à propos de l'élargissement de l'OTAN, le gouvernement Bush, Bush père donc, et Bill Clinton ont tous deux essentiellement menti aux Soviétiques puis aux Russes, en disant « Écoutez, nous n'allons pas élargir l'OTAN. Et même si nous le faisions, cela n'aurait aucune importance, car l'OTAN va désormais devenir davantage une organisation politique. » Ils le présentaient comme si cela allait être l'UE, plus les États-Unis. En gros, que ce serait plus politique et économique, ceci et cela, parce qu'après tout, nous n'avons plus besoin d'une alliance, puisqu'il n'y a plus d'ennemis. Donc ce que nous allons faire, c'est remplacer l'alliance par un partenariat. Au début, ils l'ont présenté comme la CSCE, qui est en fait l'OSCE, mais qu'on appelait simplement une conférence à l'époque, laquelle existait déjà, et dont tous les États d'Europe de l'Est étaient déjà membres. Ils ont dit « Nous allons faire de cette organisation la principale organisation de sécurité. » Ainsi, par exemple, l'Ukraine, les États baltes et tous ceux qui sont concernés ici, leur neutralité sera garantie. Eux, la Russie, et tout le monde en font déjà partie, tout comme nous et nos amis d'Europe occidentale, dès le départ. Il n'y a donc rien à discuter à ce sujet. Et l'administration Clinton a diffusé le même genre de propagande avec le Partenariat pour la paix, le PFP, qui existe toujours, mais qui sert en réalité de tremplin vers l'adhésion à l'OTAN. Mais ils l'ont présenté comme l'alternative à l'expansion de l'OTAN, essentiellement pour rassurer les Russes tout en profitant. Mais ils savaient qu'ils mentaient depuis le début. Et je montre aux gens, je dis « Ah !» des éléments de langage russe. Tout cela provient de documents officiels du gouvernement américain, de mémos de conseillers à la sécurité nationale adressés à leurs supérieurs. Désolé, je ne sais pas quoi vous dire, mais je les ai dans leurs propres mots. Tout est dans les archives de la sécurité nationale. J'ai simplement pris le temps de vraiment fouiller tout ça à l'université George Washington. Une grande partie de ces documents a été déclassifiée. J'ai juste pris mon temps et j'ai une dent contre eux. Alors je suis allé montrer tout ce que j'ai pu trouver de pire là-dedans, sur à quel point tous ces gens sont malhonnêtes. Et je ne m'attribue pas le mérite de cette idée. Je pense à Joshua Shifrinson, le grand universitaire de Texas A&M qui est maintenant au Cato Institute,
c'est lui qui, c'est vraiment dans ces articles académiques que j'ai lus, c'est lui qui a vraiment démontré que, eh bien, c'est pas simplement une question de changer d'avis. Il s'agit de faire croire aux Russes une chose, alors qu'en réalité, nous prévoyons de faire autre chose à leur détriment sur le long terme. Et puis, les démocrates, les républicains et tant d'autres ont toujours dit, tout comme les grands stratèges, écoutez, nous savons que ce genre de choses, en particulier l'élargissement de l'OTAN, va provoquer une réaction des Russes. Mais bon, au moins il y a l'OTAN. C'est ainsi que Madeleine Albright l'a formulé. Donc, si l'élargissement de notre alliance militaire les pousse à vouloir nous combattre, eh bien, nous avons une alliance plus grande que jamais pour les affronter. Alors, peu importe. Et c'était essentiellement, je n'irai même pas jusqu'à parler, d'après ce que je peux voir, d'une haine viscérale envers les Russes, mais plutôt d'un mépris total et d'un manque de considération à leur égard. En paraphrasant sans cesse, oui, qu'est-ce qu'ils vont faire? Comme si l'Amérique était simplement le tyran de la cour de récréation. Nous avons déjà prouvé que nous pouvions leur donner un coup dans le ventre sans qu'ils se relèvent, donc nous pouvons continuer à le faire. Et ensuite, ils se critiquent entre eux et s'autocritiquent pour cette attitude. Mais ils continuent quand même à agir ainsi. Une chose importante, si vous voulez façonner un récit autour de la guerre, c'est de choisir la date de début de l'analyse. Comme vous l'avez dit, un événement en entraîne un autre, puis un autre. Mais cela s'applique à la plupart des conflits. Par exemple, si l'on regarde aujourd'hui le Moyen-Orient, avec le génocide et tout le reste, il est souvent courant de choisir le point de départ comme étant l'an 0. Au Moyen-Orient, c'est le 7 octobre. C'est à ce moment-là que tout a commencé. Parce qu'alors, il y a clairement l'agresseur, il y a la victime, et ensuite ce qui est juste, ce qui ne l'est pas. Tout découle de cela. Mais c'est la même chose avec la guerre en Ukraine. C'est comme si la guerre avait commencé en février 2022, lorsque les Russes ont envahi l'Ukraine. Mais je pense que c'est bien, et c'est aussi ce que j'aime dans le livre, de prendre comme point de départ l'après-guerre froide, car dans une large mesure, c'était presque le début d'une expérience sociale. Il y avait cette guerre froide, 2 grands blocs, puis les Russes ont abandonné l'Union soviétique, abandonné le communisme, et la principale politique étrangère était effectivement de rejoindre l'Occident, de se démocratiser, d'embrasser le capitalisme et de devenir une partie d'une Europe élargie et de l'Occident collectif. C'était donc la principale politique étrangère, et c'est pourquoi il est intéressant de se demander, peut-on vraiment affirmer que c'est entièrement la faute de la Russie si nous nous retrouvons dans cette situation? Et comme vous le dites aussi, les débats sur l'élargissement de l'OTAN dans les années 90 opposaient souvent ceux, comme les Kennan et les Baker, qui craignaient que cela ne provoque une réaction très négative de la part de la Russie. Et de l'autre côté, il y avait des personnes comme Madeleine Albright qui disaient « Oui, bien sûr que cela va provoquer la Russie, mais ils sont faibles et nous aurons tellement d'OTAN que cela n'aura plus d'importance. » Et comme l'a également soutenu William Perry, j'ai pensé à lui pendant que vous parliez, il a aussi fait remarquer que tout le monde dans l'administration Clinton reconnaissait que cela allait provoquer la Russie. Cela allait détruire la relation. Mais ils sont faibles. Ils deviennent de plus en plus faibles. Notre politique étrangère devrait consister, vous savez, à gérer leur déclin. Alors, retourner la situation aujourd'hui et dire « Non, non, cela n'est jamais arrivé. Ce ne sont que des éléments de langage russe. » C'est vraiment une propagande magistrale. Et cela ne peut fonctionner que si toute dissidence est presque assimilée à de la trahison. Tu sais, c'est en fait très facile à comprendre, Glenn, si tu fais simplement semblant d'être de Washington, D.C. et que tu adoptes cette façon de penser. Il s'agit simplement d'imposer notre volonté dans le monde.
ils invoqueraient l'administration Bush et l'administration Clinton, toutes les deux premières après la fin de l'ancienne guerre froide. Ils invoqueraient les leçons de Versailles. Et tu sais, je ne suis pas tout à fait sûr de ce qu'on enseigne à ce sujet dans ta région. Mais ici, si tu vas à l'école publique, ou du moins si tu y allais dans les années 1980, on t'enseigne l'histoire de base. C'est amusant parce qu'ils admettent un peu de responsabilité ici, mais seulement parce que leur leçon au final, c'est « l'Amérique aurait dû rejoindre la Société des Nations et cela aurait empêché Hitler ». C'est là qu'ils veulent en venir. Mais ce qu'ils disent, c'est que, vous savez, et ils oublient que tout est la faute de Woodrow Wilson, qui leur a donné cette possibilité. Mais ils disent que les Britanniques et les Français ont tellement malmené les Allemands. Les réparations de guerre, le dépouillement de leur territoire extérieur, toutes ces choses, ainsi que leur humiliation et la destruction de leur économie, que cela a contribué à l'ascension des nazis, à la montée des communistes à l'Est, et des nazis en partie en réaction à cela, mais aussi en réaction aux conditions punitives imposées par les pays occidentaux. Mais l'Amérique n'est pas comme la Grande-Bretagne et la France. Et après la Seconde Guerre mondiale, nous étions les chefs et nous avons décidé de nous lier d'amitié avec nos ennemis et de reconstruire l'Allemagne et le Japon. Et c'est ça le vrai modèle. C'est comme ça qu'il faut faire, pas comme Lord Clemenceau ou peu importe, avec ses punitions stupides et ses dessins hégémoniques. Voilà comment agit une vraie démocratie mature, ce genre de choses. Donc après la fin de la guerre froide, tout le monde disait « Eh, il vaut mieux tirer les leçons de Versailles et il vaut mieux se lier d'amitié avec nos nouveaux, vous savez, camarades russes et ne pas les aliéner, ne pas les pousser vers une réaction de droite ou nationaliste. On devrait tout faire pour bien les traiter. Mais bien sûr, nous avons occupé l'Allemagne de l'Ouest et tout le Japon. Et nous avions l'Union soviétique comme menace au-dessus de leur tête. Oh, vous préférez que ce soit Joe Staline qui vous occupe, hein? Et ils répondaient, non. En fait, on préfère MacArthur et Eisenhower. Merci beaucoup, n'est-ce pas? Nous n'avons donc pas eu cela avec la Russie. Lorsque l'Union soviétique s'est effondrée, vous savez, l'Amérique avait beaucoup d'influence à Moscou, plus qu'elle n'aurait dû en avoir. Mais elle n'avait certainement pas de MacArthur, de vice-roi, ni de détachement de troupes prêt à imposer le contrôle américain. Rien de tel. Par conséquent, ils n'étaient pas disposés à vraiment se lier d'amitié et à reconstruire leur ennemi vaincu. Car ils n'auraient pas eu le même contrôle qu'en Allemagne et au Japon à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Donc à la place, et Jeffrey Sachs en parle, et il en était certain, et je le critique un peu dans le livre, pour certaines des mesures de thérapie de choc, mais il a démissionné parce qu'il pensait, et il a quitté tôt, je crois seulement 1 an après l'arrivée de Bill Clinton. Et il avait essayé de lancer son projet pour aider la Russie dans sa transition vers le capitalisme à la fin des années H.W. Bush. Et il en a conclu que, eh bien, les Américains ne veulent pas aider la Russie. L'idée américaine, l'idée de Washington, c'est de les enfoncer quand ils sont à terre, ou du moins de ne surtout pas les aider à se relever. Pourquoi leur donner un coup de pouce alors qu'ils échappent à notre contrôle? Mais le problème avec cela, bien sûr, c'est que, comme l'a dit William Perry, eh bien les Russes sont à la réception de cette attitude et ils vous comprennent parfaitement, n'est-ce pas? Ah, vous ne nous aimez toujours pas, et vous ne serez jamais justes avec nous, et vous ne nous traiterez jamais avec un minimum de respect. Terminé. Reçu 5 sur 5. Vous voyez ce que je veux dire. Ils comprennent parfaitement notre mépris. Et alors, qu'est-ce que cela signifie pour l'avenir proche? Cela signifie que tout va empirer. Et d'ailleurs, en voici une amusante pour vous gâcher tout le livre, car c'est à la fin. Strobe Talbot, qui était l'homme de Bill Clinton, son principal spécialiste de la Russie, d'abord sceptique,
puis principal défenseur de l'élargissement de l'OTAN, a été interviewé par Keith Gessen du New York Times en, je dirais, 2018. Donc c'est après que la guerre dans le Donbass bat vraiment son plein, mais avant la pire guerre ici. Et, vous savez, ce sont les années Trump. Et Gessen lui demande, genre, mec, est-ce que c'était pas une grosse erreur, tout cet élargissement de l'OTAN et tout ce que nous avons fait pour créer cette atmosphère provocatrice ici? Et Talbot, il donne la déclaration la plus révélatrice qu'on puisse attendre d'un bureaucrate gouvernemental, n'est-ce pas? Il dit bien, écoutez, il y a une règle en matière d'art de gouverner, ou de gestion d'un gouvernement, ou quelque chose comme ça. Et cette règle, c'est on fait ce qu'on peut dans l'intérêt national de son pays. Et si on ne le fait pas, eh bien, on ne restera pas longtemps au pouvoir. Mais ensuite, il commence à se gratter le menton et dit « Cependant, peut-être aurions-nous dû avoir une conception plus élevée, plus sage de notre intérêt national, et le voir ainsi. Peut-être que oui. En d'autres termes, oh, nous pouvons étendre notre pouvoir et notre influence. Nous pourrions intégrer la Hongrie, la Pologne et la République tchèque dans l'OTAN. Waouh, nous pourrions même peut-être faire entrer les pays baltes, et cela étendrait notre pouvoir et notre influence dans la région, et tout cela. Le sens unique est parfaitement logique. Mais attendez une minute. Est-ce que cela signifie que nous allons provoquer une guerre en 2022, lorsqu'un grand affrontement éclatera pour la domination en Ukraine? Sommes-nous simplement en train de préparer le terrain pour un divorce total entre Washington et Moscou, et le début d'une toute nouvelle ère, voire d'un siècle d'inimitié dont nous venions à peine de sortir? C'est ce que disait George Kennan. Vous avez mentionné George Kennan. Il a inventé la politique de l'endiguement. Il a dit à Thomas L. Friedman du New York Times en 1988 que cela allait provoquer une toute nouvelle guerre froide et qu'elle finirait probablement par devenir chaude. Pourquoi faisons-nous cela? C'est de l'auto-sabotage. Et ce qui est amusant là-dedans, ce que je dis à propos de, vous savez, me moquer de Talbot, simplement parce qu'il est un bureaucrate, n'est-ce pas? C'est parce que c'est sa façon de penser, en fait. Nous devons rester au pouvoir. Il l'a dit lui-même. Si nous ne faisons pas ce que nous pouvons, si nous ne profitons pas de ce que nous pouvons dans ce court laps de temps, nous pourrions être battus aux prochaines élections dans la décennie à venir. C'est en grande partie pour cela que Bill Clinton cherche à séduire les électeurs polonais et ukrainiens dans l'Illinois et en Pennsylvanie. Ce sont des États clés. Il a une élection qui arrive en 1996 et les républicains font le tour du pays en le critiquant parce qu'il n'aide pas nos amis d'Europe de l'Est et ne les intègre pas à notre alliance. Donc nous avons besoin des dollars de Lockheed et des voix polonaises. Il faut le faire maintenant. Alors ils le font. Ils pensent à eux-mêmes, pas à l'avenir des États-Unis et de la Russie au XXIe siècle. Il pense au cul de Bill Clinton et à la façon dont il va pouvoir le garder sur cette chaise aux dépens du reste de l'humanité. Franchement, non. Quand on prend du recul, la relation de l'Amérique avec la Russie est la chose la plus importante au monde. Rien d'autre n'est comparable. Nous pourrions détruire l'humanité. Nous pourrions faire reculer l'humanité de 1000 ans si nous entrions en guerre, ou pire, si une véritable guerre éclatait entre les États-Unis et la Fédération de Russie. C'est insensé de laisser de petits intérêts insignifiants et paroissiaux déterminer la voie que nous suivons ici, au lieu de prendre du recul et de forcer Strub Talbot à avoir une conception plus élevée et plus sage de l'intérêt national américain, et non ce gain politique idiot et à court terme, aux dépens du reste d'entre nous. Voilà le problème avec ces bureaucrates. Chaque fois qu'ils examinent une politique, ils se limitent à se demander « que devrions-nous faire davantage ?» ou « que devrions-nous faire moins ?» Ils ne font donc qu'ajuster les politiques existantes.
Or, lorsque vous venez de sortir d'une guerre froide avec deux blocs idéologiques, deux centres de pouvoir qui s'affrontent, et que vous avez la possibilité de réellement remodeler le système international, de créer des institutions de sécurité inclusives où vous cherchez la sécurité avec vos adversaires plutôt que contre eux, toutes ces possibilités existent. C'est un très mauvais moment pour avoir, si l'on peut dire, ces nains politiques à la tête du pays. Et c'était en quelque sorte l'argument, comme vous le rappelez à propos de Kennan, car il disait, vous savez, qu'il imputait en grande partie aussi ce manque d'imagination politique. Il y a une citation remarquable, je crois de 97, ou peut-être qu'à 98, 97, où il soutient que, vous savez, nous avons toutes ces opportunités. Donc nous pouvons remodeler le monde. Et la seule chose à laquelle nous arrivons, c'est de décider qui doit faire partie de notre bloc militaire et qui doit rester à l'extérieur. Voilà l'étendue de la réflexion stratégique. Je veux dire, c'est assez choquant qu'il n'y ait pas eu d'autres initiatives. Même Clinton, déjà en janvier 1994, c'est sur l'un des sites de l'ambassade américaine, a prononcé un discours où il avertissait que si nous décidions d'élargir l'OTAN, nous allions probablement rediviser l'Europe et recréer la logique de la guerre froide. Vous savez, ce n'est même pas Kennan. Mais aujourd'hui, cela s'appelle des éléments de langage russe. Maintenant, si de me dire, conserver Volksby. Oui, je vais te le dire aussi, Glenn. Écoute, tu dois simplement me croire, je suppose. Je te promets que c'est vrai. Je ne me suis pas amusé à chercher le mot « provoquer » entre guillemets dans les déclarations sur la politique russe des années 90 et 2000. Je n'ai pas fait ça. Mais je suis tombé sur citation après citation de ces hommes disant « Nous allons provoquer les Russes » et ce genre de choses, parce qu'ils le savaient tous. Et ils l'ont tous répété encore et encore. Et comme tu le dis à propos de Bill Clinton, ils ont tous dit « Bon sang, est-ce qu'on efface les lignes de division ou est-ce qu'on les déplace simplement vers l'Est? Parce que si on les déplace simplement vers l'Est, on ne fait que programmer un conflit. Comme l'a dit Pat Buchanan, en faisant cela, on ne fait que programmer un conflit pour le XXIe siècle. Et donc, c'était aussi évident à voir. En fait, il y a un type, je ne sais pas si tu connais un gars qui s'appelle Michael O'Hanlon. Non, c'était Pollock. Désolé, je confonds toujours les deux. À l'époque de W. Bush, il y avait deux faucons démocrates très en vue, du genre Brookings Institution, Council on Foreign Relations, mais juste à gauche du centre, des démocrates à la Clinton. Et ils étaient comme Bert et Ernie, tu vois, des partenaires. Ce sont Michael O'Hanlon et Kenneth Pollock. Et l'un d'eux avait écrit un livre intitulé The Threatening Storm. Et ils allaient partout en disant oui, de bons démocrates libéraux soutiennent la guerre agressive de George Bush contre l'Irak. C'était leur rôle. Alors vous voyez de qui je parle, n'est-ce pas? L'institution Brookings, incarnée par ces deux personnes. Et je suis désolé, j'ai oublié lequel c'était. Je crois que c'était Pollock, qui a écrit en 2018 un petit essai dans lequel il disait « Et bien sûr, comme vos téléspectateurs et auditeurs le savent bien, c'était en plein milieu de la guerre civile en cours après Maïdan, la soi-disant révolution de 2014 et tout ce qui s'en est suivi. Au milieu de tout cela, mais avant que la situation ne s'aggrave vraiment en 2022, Pollock publie ce texte et il dit « Nous devons », comme de nombreux experts l'avaient dit au fil des années, y compris Kissinger et Brzezinski, qui étaient expansionnistes depuis toujours. Même eux l'avaient dit. Ils ont dit, il faut appliquer le modèle autrichien à l'Ukraine. Et cela fait référence à l'ancienne guerre froide avec les communistes, où l'Autriche avait été autorisée à rester neutre, la Finlande aussi, sans appartenance au pacte de Varsovie ni à l'OTAN, et sans troupes d'aucun des deux camps occupant leur territoire. Mais ils avaient promis de bien s'entendre avec les deux parties et de ne pas s'opposer à l'une ou l'autre.
de rester neutre et de se protéger. En somme. Autrement dit, et c'était un point essentiel, l'Amérique et l'Union soviétique s'étaient mises d'accord pour ne pas se battre à leur sujet, n'est-ce pas? Les deux camps étaient tombés d'accord. Nous allons les laisser rester au milieu. Il a donc rédigé cette monographie disant que nous devons faire cela pour l'Ukraine. Et je crois qu'il a même dit, pour la Finlande, revenons aussi au modèle finlandais pour la Finlande. Puis il ajoute qu'il devrait y avoir des garanties de guerre et toutes sortes de balivernes dans la structure de la chose. Mais il disait que nous ne pouvons pas avoir une confrontation entre grandes puissances à propos de l'Ukraine. Si l'on regarde la voie sur laquelle nous sommes engagés actuellement, il faut arrêter cela tout de suite, avant que cela n'empire. Nous avons besoin d'un règlement du conflit. Et il nous faut une structure fiable et stable pour avancer en Europe de l'Est à partir de maintenant. Mais bien sûr, vous avez entendu le mot magique là-dedans. 2018, au plus fort de toute la frénésie autour de Russiagate et de cette supercherie absolument ridicule, avec le volume poussé à 11 à l'époque. La supercherie selon laquelle Donald Trump aurait été installé au pouvoir par Vladimir Poutine lors d'un coup d'État russe, usurpant le trône légitime d'Hillary Clinton, et tout ce qui s'ensuit. À ce moment-là, il n'y avait personne, dans les cercles de pouvoir responsables, qui voulait entendre ce que Pollack avait à dire. Sa monographie, je ne sais même pas si quelqu'un d'autre que moi l'a remarqué, n'est-ce pas? C'était pourtant tellement nécessaire à ce moment-là. Et à cause des mensonges du gouvernement américain, accuser leur propre président de trahison est la chose la plus ridicule et inouïe au monde. J'ai écrit 75 pages à ce sujet, principalement à cause de ma colère que j'ai exprimée dans le livre. Mais à cause de cela, il a été complètement entravé. Et tu sais, Glenn, c'est dans ce même article de Keith Gessen où il discute avec Strobe Talbot. Ça s'appelle « Les Américains discrets ». C'est à propos des spécialistes de la Russie, les Américains discrets. Et là-dedans, l'un de ces types, je ne me souviens plus lequel, j'oublie toujours de vérifier, j'oublie d'où vient la citation, je crois que c'était un des gars de Trump, dit « Eh bien, en ce qui concerne la politique russe, tu sais, Trump est comme le capitaine d'un navire. Il tient la barre, mais elle n'est reliée à rien. Et le reste du gouvernement, c'est le navire. Et eux, ils ont leur propre politique envers la Russie. » Et nous l'avons vraiment vu avec l'affaire Ukraine Gate. Si vous revenez sur le témoignage d'Alexander Vindman, qui était lieutenant-colonel au Conseil de sécurité nationale et qui avait dénoncé Trump, il était le véritable lanceur d'alerte d'origine avant Caramella. Dans son témoignage et dans l'article qu'il a écrit, je crois, pour The Atlantic, ou peut-être The New Republic, c'est l'un des deux, il a rédigé un long texte pour l'expliquer. Et il est absolument évident que lui et le reste du gouvernement étaient profondément indignés que le président des États-Unis pense avoir le droit de modifier la politique américaine envers la Russie. Et il dit très clairement, non, nous avons une politique envers la Russie. Et c'est tout. Écoutez, nous n'allons pas laisser ce type changer les choses. C'était une situation d'urgence au sein du Conseil de sécurité nationale. Que va-t-on faire pour empêcher le président de modifier la politique? Et le fait que cet homme ait remporté l'élection et qu'il soit le seul à avoir le droit de s'asseoir sur cette chaise derrière ce bureau et de prendre ses décisions, ce lieutenant-colonel n'en a jamais entendu parler. Il n'a aucune idée qu'il travaille pour Trump, tout simplement. Comment Donald Trump ose-t-il changer la politique du gouvernement envers la Russie? Et c'est aussi clair que possible. Nous avons eu une réunion, Glenn, entre agences. Nous avons décidé que ce que nous faisons ici, c'est ce que nous voulons faire, pas ce que tu veux. Et bien sûr, Trump a été suffisamment imprévisible pour prendre une grande décision audacieuse, puis l'oublier,
ne plus jamais en parler et ne jamais donner suite. Donc, en gros, ils se sont dit, bon, il le dit, mais on a décidé d'attendre patiemment et on espère qu'il oubliera ce qu'il nous a demandé de faire, ce genre de choses. Et puis quand le moment est venu, ils ont essayé de le renverser. Ils ont tenté de le faire destituer et de le retirer de ses fonctions, même après que le canular selon lequel il aurait été installé par la Russie ait été démystifié et se soit effondré. C'est 6 mois plus tard, et ils essaient encore. C'est vraiment une histoire incroyable, vous savez, et je ne suis pas un partisan de Trump. Je n'ai pas voté pour lui. J'admets avoir soutenu cet homme à 3 reprises contre ses ennemis, que je déteste encore plus, mais je ne pourrais jamais voter pour lui pour diverses raisons, notamment le sionisme et d'autres choses. Mais, donc ce n'est pas une rancune personnelle à son égard. C'est seulement une rancune personnelle, dans la mesure où je déteste qu'on me mente. Et mon Dieu, qu'est-ce qu'on nous a menti à tous à propos de tout ça? Et puis le courage d'un simple lieutenant-colonel. Je suis poli en appelant ça du courage. Un petit lieutenant-colonel du Conseil de sécurité nationale qui mène un coup d'État contre le président juste parce qu'il est né en Ukraine et veut que ça se passe à sa façon. C'est comme une bombe H qui explose au-dessus de ma tête. C'est tout simplement incroyable et intolérable. Je ne supporte pas que quelqu'un ait permis que cela arrive, à n'importe quel moment. Et je ne serais pas contrarié si Trump passait le reste de son mandat ici à se venger des personnes qui lui ont fait ça auparavant. Je veux dire, il le mérite. C'est incroyable, le culot qu'ils ont montré, leur volonté de franchir ses limites pour essayer de l'empêcher de quoi, au juste? Réfléchissez simplement à l'histoire alternative. Sans le Russiagate, nous aurions eu la mise en œuvre de Minsk II et il n'y aurait jamais eu de guerre en 2022. La guerre aurait été réglée lors du premier mandat de Trump s'il ne l'avait pas accusé à tort de trahison avec le Kremlin. Ce qui, encore une fois, je sais à quel point cela semble hyperbolique et insensé quand je le dis, mais c'est parce que leurs accusations étaient elles-mêmes aussi hyperboliques et insensées. Je suis d'accord. Il est cependant intéressant de constater que tout le concept d'État profond est considéré comme une théorie du complot. Mais lorsqu'on a, plus ou moins, une bureaucratie permanente, purement attachée à des politiques permanentes, et qu'elle poursuit ses propres agendas indépendamment de qui est au pouvoir, c'est oui, il est très difficile d'expliquer cela autrement. C'est juste une question de nomenclature. Il faut utiliser les bons termes. En Turquie, on parle de l'État profond. En Amérique, on appelle ça l'interagence. Voilà. Maintenant, nous sommes tous sur la même longueur d'onde. Pas besoin de théorie du complot. Ça me va. Eh bien, le fait est que, lorsque cette décision a été prise en 2014 de renverser le gouvernement en Ukraine, une décision contre laquelle des hommes politiques de premier plan, des ambassadeurs et des chefs des services de renseignement avaient tous mis en garde, estimant qu'elle risquait fort de provoquer une guerre civile en Ukraine, compte tenu des divisions internes, et l'intervention militaire de la Russie, sachant qu'il soutiendrait les Ukrainiens de l'Est et veillerait également à ce que l'Ukraine ne tombe pas dans l'orbite de l'OTAN. Mais encore une fois, quel désastre! Une guerre a été déclenchée en 2014. Vous savez, c'est dans ces moments-là qu'on compte sur des esprits posés pour apaiser la situation et faire marche arrière. Au lieu de cela, nous avons eu le Russiagate en 2016. Le président américain est alors supposément un agent du Kremlin. Il devient impossible pour quiconque de chercher un quelconque intérêt commun avec la Russie. Tout devient un jeu à somme nulle. Si c'est mauvais pour la Russie, c'est bon pour nous. Alors, infligeons autant de souffrances que possible à la Russie. La négociation et la diplomatie sont criminalisées. L'escalade devient un signe de vertu.
Comment en est-on arrivé à de nouvelles provocations menant à l'invasion russe? Eh bien, tout d'abord, c'est très bien dit. Quelle belle citation. J'aurais aimé l'art dans le livre. Quelle citation? Oui, la façon dont tu as décrit tout ça, je trouve, c'était tout simplement fantastique. Oui, c'est exactement ça. Je le vois comme ça. Et si Joe Biden n'avait pas été contraint de se retirer pour avoir menti et plagié en 1987, et qu'il avait simplement remporté l'élection de 88, et qu'on avait eu Joe Biden au pouvoir tout ce temps. Voilà, c'est à peu près ça l'histoire pour moi. Notre politique américaine, c'est ce que John McCain, Joe Biden, Bill Clinton et George W. Bush considéraient comme intelligent. Voilà. Ça explique tout, en fait. Bien sûr, pourquoi leur accorder le bénéfice du doute? Aucun d'eux n'a fait quoi que ce soit pour le mériter, pas un seul. Et tout cela, c'est essentiellement la politique de Biden. Et si vous remontez à l'époque où Biden était cohérent, il y a 10 ou 15 ans, ou peu importe, ce type était un idiot absolu. Lui et John McCain sont les avatars parfaits de l'Empire américain. Ils sont complètement dépassés, ignorants, des beaux parleurs qui pensent tout savoir. Ils ne font que parler, jamais rien sur une guerre plus longue. Aucun d'eux n'a jamais lu un livre sur quoi que ce soit. Aucun d'eux ne sait quoi que ce soit sur quoi que ce soit. Si vous leur donniez un quiz surprise, ils s'effondreraient tous les deux immédiatement. C'est donc essentiellement cette même idiotie. Et puis au moment de la crise, c'est Joe Biden lui-même qui prête serment. C'est le pire copilote qu'Obama aurait pu avoir, aussi mauvais qu'Obama l'était déjà. Mais laissez Joe Biden conduire. Bon sang. C'est justement ce qui a causé tous les problèmes en 2014, tu sais, avec le Maïdan et tout ça. Et ensuite, il prend le contrôle juste après Donald Trump, dont les roues n'étaient attachées à rien. Joe Biden arrive, et ses roues, à lui, sont attachées. Il peut conduire. Sauf que maintenant, il a à peu près les mêmes opinions générales, un certain mépris, voire même de la haine pour Vladimir Poutine et pour la Russie de Poutine. Et comme tu l'as dit, cette façon de penser a somme nulle. Leur perte, notre gain. Et en même temps, il est tellement sénile qu'il ne sait pas grand-chose de plus que ça. Il ne peut pas vraiment réfléchir. Il ne sait pas nager. Enfin, peut-être qu'il n'a jamais su. Mais il est certain qu'il est incapable de se plonger dans le moindre détail ou de prendre des décisions qui exigeraient ne serait-ce qu'un minimum de perspicacité ou de sagesse. Ou encore le type de réflexion contextuelle, approfondie, dont un président aurait besoin en cas de crise avec la Russie. Donc vous savez, je pensais que la guerre serait évitée. Non pas parce que j'ai dit que Poutine ne ferait jamais une telle chose. J'ai prévenu depuis des années que, oui, il le ferait. Il a menacé George Bush en face en disant qu'il le ferait. Il a dit à un ministre italien en 2014, « Je peux être à Kiev en 2 semaines, mon garçon. Ne me mets pas au défi. » Et j'avertis à ce sujet depuis longtemps. Ce que je pensais, c'est que Burns, je suis désolé, j'ai toujours envie de l'appeler George Burns ou Nicholas Burns, et aucun des deux n'est correct. George Burns est l'acteur hilarant, et Nicholas Burns était l'homme de George W. Bush. William Burns, qui avait été, vous savez, je ne sais pas s'il a jamais fait partie de la CIA ou non, mais c'était un spécialiste de la Russie de longue date. Il avait travaillé à l'ambassade à Moscou depuis l'époque de Bill Clinton et avait été ambassadeur sous W. Bush. Biden l'a nommé à la tête de la CIA et très souvent, même sur les dossiers du Moyen-Orient, il agissait aussi comme secrétaire d'État. Pendant que Blinken restait chez lui à se tourner les pouces ou peu importe, c'était Burns, l'homme de la situation. S'il y avait un homme compétent dans ce gouvernement, je pensais que Burns allait aider Biden à traverser cette période, qu'il allait trouver un moyen de négocier un accord ici. Mais il s'est avéré que c'était faux, car ce n'était pas ses ordres. Ses ordres, et ceux de tout le gouvernement en 2021 et à la fin de 2021, étaient de dire à la Russie,
vous feriez mieux de ne pas. Et si vous le faites, nous armerons l'Ukraine et soutiendrons même une insurrection ukrainienne pour vous combattre. Mais il n'était pas disposé à négocier de bonne foi. Comme je le montre dans le livre, et je passe un peu sur toute l'histoire de 2021 ici, car il y a eu des crises en amont. Mais à la fin de 2021, le 30, Poutine et Biden ont eu un appel téléphonique. Je crois qu'il n'existe qu'un compte-rendu russe de ce qui a été discuté, mais la Maison-Blanche n'a jamais rien contredit. Apparemment, Biden a dit à Poutine, « Écoute mec, je ne vais pas faire entrer l'Ukraine dans l'OTAN. Personne ne le fera. Pas avant au moins 10 ans. Je veux dire, c'est fou. Tout le monde sait qu'ils sont trop corrompus, peu importe. Je ne sais pas s'il a dit cette partie, mais tout le monde sait qu'ils ne sont pas adaptés. Et nous ne pouvons pas leur offrir une garantie de guerre. Et nous avons cette crise persistante à l'Est, tout ça. Et les missiles, mec, tu crois que je vais déployer, tu sais, des lanceurs antimissiles à Kharkiv? Je ne vais pas faire ça. Nous n'avons jamais eu l'intention de faire ça. Je dois te le dire, Glenn, je pense que c'était sincère. Je ne pense pas que... Je n'ai jamais vu quoi que ce soit indiquant que le Pentagone voulait installer des Sparrows et des lanceurs de missiles Mark 41 à Kharkiv. S'il y a quelque chose comme ça que j'ai raté, je m'en excuse, mais je n'ai jamais vu une telle chose. Poutine a dit, eh bien, c'est ce qui m'inquiète. Vous l'avez fait en Pologne et en Roumanie. Et ce sont des lanceurs à double usage qui peuvent contenir des missiles de croisière Tomahawk, pouvant être équipés de bombes H. Merci beaucoup. Alors non, mec, là je pose une limite. Et Biden lui a dit, mec, je ne vais pas installer ces missiles. Et Poutine a répondu, d'accord. Alors faisons en sorte que nos équipes s'asseyent et mettent ça par écrit. Et ils ne l'ont pas fait. Ce sont, tu sais, deux des principaux problèmes. Bien sûr, résoudre le conflit à l'Est était l'autre grande question. Mais tout cela figurait en gros dans le traité. Allez-y et rassurez-nous. Dans le traité proposé par les Russes, assurez-nous que vous n'allez pas intégrer l'Ukraine à l'OTAN, que vous n'allez pas y installer de missiles, et que vous n'allez pas, tu sais, étendre l'alliance de l'OTAN plus à l'Est. Vous allez respecter les promesses de Bill Clinton dans l'acte fondateur de 1987 et arrêter de déplacer du matériel militaire dans les nouveaux États membres de l'OTAN. Et tout cela était raisonnable. Vous savez d'ailleurs, j'avais parlé avec Chas Freeman, qui était un diplomate de carrière, ainsi qu'avec d'autres experts à l'époque, qui disaient que le traité russe, ce n'est pas parfait, et aucun président américain ne devrait simplement signer les yeux fermés un traité proposé par la Russie, sur quoi que ce soit, n'est-ce pas? Mais est-ce que c'était une base raisonnable pour des négociations? Absolument. Absolument. Est-ce que cela devait ressembler à l'accord de Rambouillet de Madeleine Albright, qui était truffé de pièges et conçu pour échouer? Non, absolument pas. Chas Freeman a dit qu'on aurait pu s'asseoir et négocier cela. Comme je le montre dans le livre, le New York Times et le Washington Post citent des responsables anonymes de l'administration Biden qui confirment cela et disent « Ce ne sont pas des exigences farfelues ou des promesses ridicules qu'ils nous demandent de faire. C'est absolument la base d'une négociation raisonnable. Si nous voulions nous asseoir à la table, nous essayons de déterminer s'ils sont vraiment sérieux ou non, mais sur le papier, c'est raisonnable. Nous pourrions en discuter. Mais ils ne l'ont tout simplement pas fait. Ils ne l'ont pas fait. Et ils ont dit, vous savez ce qu'on va faire? On va organiser cette réunion de niveau inférieur sur les missiles. Et puis ils ne l'ont pas fait. Ils ne l'ont jamais organisé. Ils ne se sont jamais présentés. Donc, tout cela était essentiellement, vous savez, juste, écoutez, je ne pense pas que le plan A était de les attirer dans une guerre. Je pense que le plan A, à première vue, semble assez honnête.
il s'agissait de menacer les Russes. Ne le faites pas, c'est une grosse erreur. Ne le faites pas. Parce qu'ils l'ont clairement dit à de nombreuses reprises, et je crois qu'ils le pensaient vraiment. À première vue, ils le pensaient. Mais ils n'étaient pas prêts à dire « Ok, mon gars, tu sais quoi? Asseyons-nous et parlons-en, discutons-en sérieusement et posons les bases d'un véritable accord. Que pouvons-nous faire pour empêcher que cette situation ne devienne incontrôlable maintenant? » Et ils n'étaient pas prêts à faire cela. Et je crois qu'ils auraient pu empêcher la guerre s'ils l'avaient fait. Je pense que vous savez, c'est pas, encore une fois, le livre ne le justifie pas. Et ce n'est pas, oh, je pense que Poutine était tellement sincère dans ses convictions ou ses déclarations ou quoi que ce soit. Mais en réalité, il y avait des propositions très concrètes sur la table. L'administration Biden a dit qu'elle y était essentiellement favorable. Donc ok, peut-être qu'il est juste, vous savez, le tsar Vlad, et qu'il veut recréer tout l'Empire russe. Mettons cette hypothèse à l'épreuve. Allons-y, signons son traité raisonnable et voyons ce qui se passe ensuite. S'il prouve qu'il plaisantait et que le traité ne signifiait rien et qu'il veut tout prendre de toute façon, eh bien, alors nous vivrons dans un autre monde. Mais au minimum, mettons-le au pied du mur. Il affirme que ces conditions sont raisonnables, et en réalité, elles le sont à peu près. On s'en approche. Très bien, voyons voir. Mais ils n'ont pas voulu essayer. Et c'est vraiment tragique, car on voit à quel point cela a été destructeur, en fait. Vous savez, ils pensaient, encore une fois, que l'armée ukrainienne serait simplement écrasée, qu'ils soutiendraient une insurrection contre l'occupation russe plutôt qu'une armée régulière. Mais en réalité, l'armée ukrainienne a tenu bon. Et donc, l'Amérique a eu tout ce temps une véritable armée d'État organisée à soutenir, au lieu de simples milices disparates dirigées par des nazis ou n'importe qui d'autre. Même si Andriy Biletsky est toujours là, mais il est maintenant commandant militaire, n'est-ce pas? Ce n'est plus simplement un coup de milice maintenant. Et donc, ce que cela signifie, c'est que la situation est pire pour l'Ukraine, n'est-ce pas? Parce que cela veut dire qu'ils vont probablement finir par perdre encore plus de territoire, en plus de voir leur économie complètement détruite, et d'avoir, vous savez, des centaines de milliers d'hommes, probablement, je ne sais pas, dans les hauts centaines de milliers. Je ne sais pas quelles estimations croire ou quoi, mais certainement plusieurs centaines de milliers d'entre eux ont été tués, et peut-être plus d'1 million si l'on inclut tous les blessés également. Cela a été une catastrophe pour le pays, alors que cela aurait vraiment pu être évité et négocié. J'en suis fermement convaincu, et je le pense. Vous savez, les Américains, ils ont révélé leur jeu. Eh bien, nous essayons d'infliger une défaite stratégique à la Russie. Et en déversant toutes ces armes et en menant notre guerre économique massive contre eux, cela va simplement les paralyser. Je veux dire, ils y croyaient, vraiment. Ils l'ont répété encore et encore. Madeleine Albright a dit avant de mourir, « Oh, le gouvernement russe va tomber, Poutine va être renversé, et la liberté régnera en Asie du Nord. » Oui, bien sûr. Mais ils y croyaient. Ils ne mentaient pas à ce sujet. Ils pensaient, « On les tient. Ils sont pris dans notre piège. C'est la même chose qu'on a fait aux Soviétiques. On va refaire ce qu'on a fait en Afghanistan dans les années 80 et dans Rambo 3. Maintenant, on va leur refaire le coup ici. » Et ils se sont convaincus eux-mêmes que c'était vrai. Et pourtant, qui a dépensé le plus d'argent dans la guerre aujourd'hui, l'Amérique ou la Russie? Vous voyez ce que je veux dire? Et qui va finir par contrôler le Sud et l'Est? Pas l'Ukraine. Toutes ces promesses selon lesquelles nous allions repousser les Russes, encore une fois, comme nous l'avons évoqué au début, comme vous l'avez dit, sur la base du mensonge que c'était totalement non provoqué, cela signifie, eh bien, nous allons simplement les repousser et reprendre chaque centimètre carré de l'Ukraine, y compris la Crimée. Et en réalité, ce n'est pas le cas, n'est-ce pas? Ils vont finir par perdre au moins 4 grandes provinces.
et peut-être 6 ou 8, avant que tout cela ne soit terminé. Toute cette histoire est une tragédie absolue pour l'Ukraine. Je déteste dire à quel point c'est la faute de Washington, D.C., mais c'est le cas. J'ai souvent entendu l'argument selon lequel, eh bien, il n'y avait aucune intention d'intégrer l'Ukraine à l'OTAN, donc les Russes n'avaient vraiment aucune raison de s'inquiéter. Mais une préoccupation majeure en Russie, c'est l'incrémentalisme ou la tactique du salami. J'ai d'ailleurs écrit à ce sujet en novembre 2021, car je disais qu'une guerre allait éclater. Oui, on m'a même accusé d'essayer de légitimer la guerre. Donc on retrouve la même dynamique. Mais c'était tout l'enjeu. Ils auraient pu dire dès 1989 à Gorbatchev, « Vous savez, vous n'avez pas besoin de l'écrire, car nous n'avons aucune intention d'élargir l'OTAN. » D'ailleurs, lorsqu'ils ont élargi l'OTAN en 1999 à la Pologne, la Hongrie et la République tchèque, l'argument était « ce ne sont que 3 pays, cela n'affectera pas la Russie ». Et même à ce moment-là, ils ont interviewé Gorbatchev, et il était très clair dans ses propos. Eh bien, il ne s'agit pas seulement de ces 3 pays. Que va-t-il se passer à l'avenir? Et c'est aussi ce qu'a dit la direction russe. Que va-t-il se passer quand vous atteindrez l'Ukraine? Où est la limite naturelle? Vous savez, nous devons avoir des accords en place qui consolident un nouveau statu quo. Et nous avons vu la même chose avec la défense antimissile. C'était en 2007. Condoleezza Rice avait alors déclaré « Oh, les Russes ne sont pas sérieux. Nous allons simplement installer 10 missiles intercepteurs en Pologne. Ils ne peuvent pas vraiment s'inquiéter de cela. » Mais les Russes ont répondu « Eh bien, si vous vous arrêtiez là, ce serait une chose, mais mettez-le dans un traité. Bientôt on parlera de centaines, puis de milliers. » Et en effet, c'est la direction que nous avons prise. Et ce sont des lanceurs à double usage, donc on peut vraiment tirer n'importe quel type de missile de croisière depuis là. Et ils le savent. C'est très important. Désolé, j'ai perdu le fil de ma pensée. J'allais dire... Sebengstimer. Oh oui. Le mot-clé ici est interopérabilité, n'est-ce pas? Et c'est quelque chose que je montre dans le livre. Et récemment, Larry Johnson de Sonar 21 est allé déterrer bien plus de documents que j'aurais aimé avoir entre les mains, où il montre toute l'histoire de l'intégration progressive de l'Ukraine à l'OTAN depuis 1992, en commençant par des formations en Pologne et de nombreux exercices conjoints. J'ai un passage dans mon livre sur une grande opération qu'ils ont menée en 1987, où ils allaient simuler une invasion de la Crimée sous prétexte de conflits ethniques, ce qui était interprété comme le fait de chasser les Russes et de s'assurer que l'Ukraine possède toute la péninsule, provoquant déjà à l'époque une réaction majeure. Et c'est ce que je crois qu'il s'est passé. Certainement, Mearsheimer et je crois Walt, tous les deux, ou peut-être l'inverse, mais je suis presque sûr que c'est les deux, avaient dit dans mon émission il y a des années, probablement après le Maïdan, mais avant 2022, que ce qu'ils faisaient ici, c'était une adhésion de facto à l'OTAN. Et du point de vue russe, ce qui est écrit sur le papier importe peu. L'essentiel, c'est que l'Amérique ne leur donne pas une véritable garantie de guerre, comme on l'a vu. Nous n'envoyons pas la 82e division aéroportée pour protéger le Donbass, oubliez ça. Mais ce que nous faisions, nous, le gouvernement américain, ce qu'il faisait, c'était de normaliser l'armée ukrainienne avec le reste de l'OTAN, afin que leur structure de commandement, leurs ordres de bataille et de commandement, leurs équipements de communication et autant de leur matériel militaire que possible soient standardisés avec les forces de l'OTAN. Ainsi, dans l'éventualité d'une guerre avec la Fédération de Russie, même si nous n'offrons pas une garantie explicite de défense à l'Ukraine, ils savent que si une guerre éclate entre l'OTAN et la Russie, l'armée ukrainienne serait alors intégrée à l'OTAN et deviendrait simplement une autre armée auxiliaire,
aux côtés des Hongrois, des Lituaniens, des Allemands, des Polonais et des autres, tous combattant ensemble. Donc, même si ce n'était pas une adhésion officielle à l'OTAN, le point clé étant l'article 5, où nous promettons d'intervenir si quelqu'un vous attaque. Malgré cela, grâce à toute cette interopérabilité, cette standardisation et cette subvention de l'armée ukrainienne, surtout après 2014, ils en faisaient en réalité une force auxiliaire de l'OTAN. Et les Russes les prenaient au sérieux sur cette base. Une autre provocation majeure que je mentionne à peine désormais, mais elle figure dans le livre, et elle est très importante sur la liste, c'était tous les vols de bombardiers. Cela se produisait tout au long, j'ai oublié exactement quand cela a commencé, mais je crois que c'était sous Obama. Mais aussi tout au long de la présidence Trump, ils volaient régulièrement. Ils faisaient voler des bombardiers lourds américains de différents types, je suppose des B-52 et des B-2, et les faisaient voler le long de la côte Baltique, de la côte de la mer Noire, et je le prononce toujours mal, c'est Okhotsk, là-bas en Extrême-Orient. Essentiellement, ils testent, comme ils le disent, les radars russes, mais ils font demi-tour à 12 000 et demi des côtes. Ils volent juste jusqu'à la frontière de l'espace aérien international russe, puis font demi-tour, forçant ainsi les Russes à activer tous leurs radars. Ils répètent une première frappe nucléaire, et ils le font constamment. Ils mènent également d'importants exercices navals en mer Noire, qui ont donné lieu à des confrontations entre des destroyers britanniques et les Russes à 2 reprises. Tout cela était extrêmement provocateur à l'approche de la guerre. Et Biden a poursuivi cette même politique tout au long de l'année 2021. Je veux dire, je suis sûr que quiconque regarde ceci peut imaginer l'hystérie aux États-Unis. Vous savez, quand les Russes volent près de l'Alaska, cela fait la une des journaux nationaux, même lorsqu'ils sont loin de franchir une quelconque frontière ou quoi que ce soit. Ils prennent la zone d'identification de défense aérienne et font comme si c'était l'espace aérien, en disant « Oh mon Dieu, ils ont franchi notre zone d'identification de défense aérienne ». Ce qui, bon, mais pas encore. C'est d'accord. Mais imaginez s'ils survolaient vraiment à moins de 12 miles de nos côtes tout le temps, s'approchant de la Californie, s'approchant du New Jersey, s'approchant de nos bases navales, vous savez, s'approchant de Corpus Christi. Nous serions en DEFCON 2 et nous leur dirions « Vous feriez mieux d'arrêter ou il y aura des conséquences immédiates. » Et cela sous n'importe quel président. Vous savez, cela n'était pas arrivé depuis la vieille guerre froide. Il n'y avait aucune raison au monde pour que l'Amérique traite la Russie de Poutine de cette manière. Et comme vous l'avez dit, dès qu'il est arrivé au pouvoir, il a essayé de se tourner vers l'Ouest. Je cite Joe Biden lui-même dans le livre, disant qu'aucun dirigeant russe dans l'histoire ne s'est jamais autant rapproché de l'Occident que Vladimir Poutine. C'est notre homme. Nous sommes devenus de bons amis avec lui, et c'est absolument sa vision. Il a dit à son biographe, « Écoutez, j'aime manger avec des baguettes. C'est amusant. Mais franchement, sommes-nous une société asiatique? Non, nous faisons partie de l'Europe. Nous avons la peau claire et nous sommes chrétiens. Donc la Chine, c'est super et tout ça, mais notre civilisation, c'est une autre civilisation. Évidemment, ils sont le pont. Évidemment, ils sont la partie la plus à l'est de la chrétienté. Et pourtant, font-ils partie de la civilisation confucéenne? Est-ce que quelqu'un pense ça? D'accord, non. Donc ils ne le sont pas. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Le communisme, c'est fini. Que va-t-il faire maintenant? Eh bien, nous allons essayer de nous intégrer au reste de l'Europe chrétienne. Évidemment. Que pourrait-il faire d'autre? Il a fallu que l'Amérique l'expulse de Russie pour qu'il se tourne vers le reste de l'Asie comme il le fait aujourd'hui. Et on peut espérer que cela pourra être réparé, mais mettez-vous à la place de la Russie. Donald Trump, en ce moment, est prêt à dire « Écoutez, si vous mettez fin à la guerre,
je normaliserai complètement les relations avec vous. Mais si vous êtes Sergei Lavrov, qu'allez-vous dire à Vladimir Poutine à ce sujet? Eh bien, Chelsea Clinton pourrait être présidente dans 3 ans. Vous savez. Donc on pourrait être dans une situation très difficile, non? Je ne sais pas si on peut se permettre de... Même si Donald Trump est absolument sincère, et je crois qu'il l'est sur ces questions russes, qu'il est probablement le moins mauvais à Washington en ce qui concerne la Russie, ou l'un des moins mauvais. Il aimerait vraiment renouer une nouvelle amitié avec la Fédération de Russie. Mais peut-il promettre que cela restera ainsi, même si les Russes tiennent tous leurs engagements? Ce serait assez difficile, vous savez. Donc je lui souhaite sincèrement bonne chance dans cette démarche. Et comme je l'ai déjà dit, je ne pense pas qu'il existe un enjeu plus important pour l'humanité que la relation entre l'Amérique et la Russie, Washington et Moscou. Meilleurs amis pour toujours, ou adversaires mortels. Si nous devons avoir, vous savez, 7000 bombes H pointées l'une sur l'autre, transpirant et en colère, cela ne peut pas durer. Ce n'est pas possible. Nous devons... Personne n'a renoncé à ces bombes H. Donc au minimum, nous pouvons tout faire pour essayer d'adopter une attitude d'amitié et de coopération à l'avenir. Ce sont des paroles sages pour conclure. J'aurais également aimé que nous ayons plus de temps, car j'ai regardé un excellent débat que vous avez eu avec Neil Ferguson. Il avait publié un article en mars 2022 dans lequel il interviewait des responsables politiques et militaires américains et britanniques, qui en étaient tous arrivés à la conclusion que la seule issue acceptable à cette guerre était un changement de régime à Moscou. Nous avons maintenant l'occasion de croire les Russes et en quelque sorte d'exposer ce qui est aujourd'hui condamné comme des éléments de langage russe. Mais c'était bien l'objectif à l'époque. J'ai donc pris beaucoup de plaisir à vous voir argumenter en utilisant ses propres mots contre lui. Car bien sûr, maintenant que nous sommes plongés dans cette guerre, il n'est plus permis de dire cela. C'était donc fascinant de le voir, dans une certaine mesure, s'opposer à lui-même tel qu'il était il y a 3 ans. Eh bien, c'était pas ma meilleure performance lors d'un débat, mais sur ce point-là, je l'ai eu. Je suis d'accord. En tout cas, merci beaucoup pour votre temps. Et pour les auditeurs, veuillez consulter la description pour un lien vers Unprovoked de Scott Horton. Merci encore pour votre temps et j'espère que vous reviendrez un jour dans l'émission. Absolument. Merci beaucoup de m'avoir invité. Je serai ravi de revenir.